53 000 blessés au 77e jour de l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Les villes d'Al-Bouraïj, Jabalia, Khan Younes et Rafah sont particulièrement ciblées. Prendre en charge 20 000 morts en 77 jours, un défi colossal pour les morgues de la bande de Gaza dont le personnel est confronté aux pires horreurs. Reportage à suivre. Al-Quds occupé, l'entité sioniste impose pour le 11e vendredi consécutif de sévères restrictions empêchant des dizaines de milliers de personnes d'atteindre la mosquée Al-Aqsa pour prier. Et puis la France annonce la fermeture de son ambassade au Niger dans la foulée de l'achèvement du retrait des troupes françaises de ce pays ce vendredi. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, direction New York où après 4 reports, le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2720 exigeant l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu dont ne voulaient pas les Américains. Et comme vous pouvez le constater, les discussions sur cette résolution se poursuivent après son adoption, à travers notamment une conférence de presse au siège des Nations Unies. Cette résolution a été adoptée par 13 voix pour, aucune contre et 2 abstentions, celles des États-Unis et de la Russie. Le texte exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza et demande de prendre en toute urgence des mesures à cet égard et pour créer les conditions d'une cessation durable des hostilités. La résolution, résultat de longues discussions sous la menace d'un nouveau veto américain, a largement évolué depuis la version plus ambitieuse proposée dimanche par les Émirats. Le Conseil de sécurité est largement critiqué pour son inaction depuis le début de l'agression sioniste. Excellencies, in this text, the Council deplores the violations of international humanitarian law, violence against civilians and acts of terrorism. And it also Et je vous en parlais en titre, nouvelle journée sanglante pour les habitants de la bande de Gaza, la 77e consécutive. Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé ce vendredi que le bilan de l'agression sioniste contre l'enclave s'était alourdi à 20 057 martyrs depuis le 7 octobre dernier et plus de 53 300 blessés. Rien qu'au cours des dernières 48 heures, 390 Palestiniens ont été tués et 734 autres blessés lors des bombardements de l'armée sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza. L'armée de l'occupation sioniste a ordonné également ce vendredi aux habitants d'Al-Bouraïj, dans le centre de Gaza, de se déplacer immédiatement vers le sud, indiquant un nouveau foyer d'agression terrestre après avoir dévasté le nord de la bande de Gaza et effectué une série d'incursions dans le sud. Les habitants ont signalé des bombardements par des chars israéliens des zones orientales d'Al-Bouraïj. Et de violents bombardements et des frappes aériennes ont visé ce vendredi Jabalia et son camp de réfugiés dans le nord, cette fois, de Gaza, au moment où des véhicules de l'armée d'occupation tentaient d'avancer depuis la côte ouest de Jabalia, au milieu de bruit des tirs poussant de nombreux habitants à fuir. Et plus au sud, où l'immense majorité des Gazaouis sont désormais réfugiés dans des conditions de précarité absolue. Des frappes aériennes ont visé Khan Younes et Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Les blessés continuent d'affluer vers l'hôpital Nasser de Khan Younes, débordé
par le nombre de patients admis. Et toujours au sud, à Rafah, 4 personnes ont été tuées et au moins 2 enfants blessés lors d'une attaque contre une voiture ce vendredi. Le sud de la bande de Gaza, où l'entité sioniste a sommé les Palestiniens de se rendre, subit également d'intenses bombardements depuis plusieurs jours. 8 martyrs ont été ciblés à midi. Ils ont été touchés par un F-16. Ma fille, son mari et voici mon petit-fils. C'était un bébé de 4 mois. Il était enfant unique. Elle n'avait que lui. Et l'ensemble des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont confrontés à des niveaux de faim critiques et le risque de famine augmente chaque jour. C'est l'alerte donnée par un organisme soutenu par l'ONU dans son dernier rapport. Et je vous le disais au début de ce journal, plus de 20 000 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis l'agression contre Gaza, dont 70% sont des femmes et des enfants. Dans ce reportage, nous nous intéressons au travail insoutenable du personnel de morgue qui a la lourde tâche de préparer et identifier les dépouilles. Souila Kilal. Ce sont des enfants. Nous mettons les enfants dans des sacs. Je ne veux pas la laisser, c'est ma fille. Je veux profiter de sa présence avant de l'enterrer. Des scènes poignantes de Palestiniens portant les corps sans vie de leurs enfants massacrés dans les bombardements sionistes. Des images devenues quotidiennes à Gaza depuis 77 jours. Les morgues, pour celles qui sont toujours fonctionnelles, accueillent à longueur de journée les corps sans vie des martyrs souvent mutilés. Et c'est aux employés des morgues qu'incombe la lourde tâche de les préparer avant leur inhumation, quand cela est possible. Nous recevons des corps démembrés, des membres humains, des lambeaux de chair. Nous sommes aux premières loges d'horribles scènes. C'est nous qui préparons les corps, qui les recevons. C'est choquant de voir des enfants sans tête, sans pieds, sans mains, des enfants mutilés. Les employés de la morgue doivent d'abord vérifier les identités des martyrs pour les identifier et les recenser avant de les remettre aux familles. Si le martyr porte une carte d'identité, il est identifié, mais s'il n'a pas de papier sur lui, s'il n'y a pas de proche, nous le gardons à la morgue jusqu'à ce qu'un membre de sa famille l'identifie. Sinon, le martyr reste à la morgue avec la mention inconnue. Comme vous le voyez là, il s'agit d'un martyr non identifié qui est ici depuis 2 semaines maintenant. Et là, c'est une personne qui est morte il y a 4 jours et qui n'a pas encore été identifiée. Même chose pour ce 3e corps non identifié depuis 4 jours. Dans l'exercice de leur noble métier, ces hommes se retrouvent parfois obligés de s'occuper des corps sans vie de leurs proches. On est parfois choqué lorsqu'on découvre que les martyrs qui arrivent sont des amis ou des parents. Cela vous horrifie, vous attriste et vous consterne. Hamed revient sur le jour où il s'est rendu compte qu'un des martyrs arrivés à la morgue était un de ses collègues. Ils ont ramené Abou Khamis et sa famille. Nous étions choqués car c'est un collègue qui aidait à laver et à envelopper les défunts. Nous avons été choqués de l'avoir entre nos mains en tant que martyr. Un métier des plus difficiles en pleine guerre génocidaire. Ces hommes, au cœur bien accroché, font preuve d'une humilité, d'un sang-froid et d'un courage qui forcent le respect. Malgré la guerre, Gaza peut compter sur ses héros. À la priorité au direct, retour à New York à présent pour suivre la réaction de Riyad Mansour, le délégué permanent de la Palestine à l'ONU, après l'adoption de la résolution 2720 exigeant l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza. Il y a plus de 2 millions de Palestiniens qui ont besoin de toute urgence de cette aide du côté de la Palestine.
ce siège israélien inhumain et criminel, cette utilisation de l'aide humanitaire indispensable à la survie de la population en guise d'armes de guerre doit prendre fin, et ce, immédiatement. Monsieur le Président, le 4 novembre, le responsable adjoint de l'administration civile israélienne a stipulé depuis Gaza, et je le cite, « Quiconque revient ici, s'ils reviennent après, trouveront une terre brûlée, aucune maison, aucune agriculture, rien. Ils n'ont pas d'avenir. » Fin de la citation. Ce n'est qu'une déclaration parmi tant d'autres, bien trop nombreuses, qui montrent de manière choquante que nous sommes aux prises avec une tentative de détruire notre population et de les déplacer pour toujours de leur terre. C'est l'objectif d'Israël, c'est son véritable objectif. Aucun avenir pour les Palestiniens en Palestine. C'est pourquoi Israël bombarde tout et tout le monde. Et c'est pourquoi Israël cible les maisons, les hôpitaux, les écoles, les boulangeries, les champs agricoles, les réseaux d'eau et d'assainissement de manière... Voilà, vous venez de suivre la réaction de Riyad Mansour, le délégué permanent de la Palestine aux Nations Unies. Une réaction qui fait suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2720 exigeant l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans toutefois appeler à un cessez-le-feu. Nous suivrons bien entendu d'autres réactions dans nos prochaines éditions. Et le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza est passé à 98 selon le bureau des médias palestiniens, précisant que la dernière victime était Ala Abou Ma'mar. De son côté, le comité pour la protection des journalistes a estimé que l'agression menée par l'armée sioniste a été la plus dangereuse jamais connue pour les journalistes. Et pour le 11e vendredi consécutif depuis le début de son agression barbare contre Gaza, l'entité sioniste a imposé de sévères restrictions qui ont empêché des dizaines de milliers de personnes d'atteindre la mosquée d'Al-Aqsa pour prier. Les forces de l'occupation leur ont notamment tiré des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Nous sommes venus de Galilée, nous sommes descendus du bus pour aller prier, mais ils nous ont renvoyés. Ils nous ont dit de retourner au bus, ils ne veulent pas nous laisser entrer. Pas de porte. Ils nous ont dit de retourner au bus, ils ne veulent pas nous laisser entrer. Et à noter également qu'en raison de l'agression de l'entité sioniste à Gaza, les célébrations des fêtes religieuses chrétiennes ont été annulées, notamment à Beit Lahm en Cisjordanie, occupée, connue pour abriter ces festivités. Dans l'actualité également et en signe de solidarité avec le peuple palestinien victime d'un massacre perpétré à Gaza par les forces de l'occupation sioniste, l'Algérie a accueilli le premier groupe des Palestiniens évacués. Il s'agit de 2 jeunes femmes âgées respectivement de 16 et 22 ans qui ont été hospitalisées à l'hôpital militaire de Ain Nadja afin de recevoir un traitement médical d'urgence. L'actualité en Algérie, c'est aussi le Parlement algérien qui a été convoqué en ces 2 chambres réunies le 25 décembre et ce par décret présidentiel publié dans le dernier numéro du journal officiel. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président algérien. La session du Parlement, objet de convocation, est clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité.
Allez, parlant de transport, la compagnie algérienne Air Algérie a relancé hier sa ligne aérienne à destination de Beyrouth au Liban et de la ville de Latakia en Syrie après plusieurs années de suspension due à la crise sanitaire du Covid-19 et de l'embargo imposé à la Syrie. Une relance saluée par les différentes parties. C'est une journée historique où Air Algérie a pu réouvrir 2 lignes. Sa 48e et sa 49e ligne internationale vers deux pays très importants à nos yeux et suite aux instructions de Monsieur le Président de la République. Donc Air Algérie a repris la route Alger-Beyrouth et puis Alger-Damas. Mais aujourd'hui, compte tenu que l'aéroport de Damas est enfermé, donc nous avons desservi Latakia. Bien évidemment qu'il y a des avantages économiques car nous avons des expatriés en Algérie et en Afrique et par conséquent, il leur sera plus facile d'aller de Beyrouth vers l'aéroport Houari Boumediene ou de poursuivre leur voyage vers l'Afrique et inversement. Il s'agit d'une opération historique en ce sens où un appareil arabe atterrit en Syrie pour la première fois depuis l'embargo et c'est en soi une preuve de notre amour et notre solidarité et soutien envers la Syrie, pays frère. Allez, direction la Tunisie où le président Kais Saied a reçu le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Les discussions ont été dominées par la coopération bilatérale. Sergueï Lavrov est arrivé en Tunisie pour une visite officielle, visite de travail les 20 et 21 décembre. Nous avons convenu de développer notre coopération dans d'autres domaines en tenant compte des plans existants. Cela vaut également pour le secteur agricole. Les Tunisiens sont intéressés par l'approvisionnement en céréales. Aujourd'hui, nous avons également convenu avec nos amis tunisiens de poursuivre une coordination étroite sur les questions internationales et régionales, y compris au sein des Nations Unies et dans le cadre de la coopération entre la Russie et les pays de la Ligue des États arabes. Le président tunisien Kais Saied a reçu par ailleurs ce vendredi la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. À cette occasion, Saied a salué, ou plutôt souligné, la solidité des liens historiques unissant les deux pays, relevant la volonté de la Tunisie de les développer et de les diversifier davantage eu égard aux perspectives prometteuses dans des secteurs économiques clés tels que le phosphate. Et je vous en parlais en titre, dans la foulée de l'achèvement du retrait des troupes françaises du Niger ce vendredi. Coup de théâtre, le Quai d'Orsay a décidé de fermer son ambassade dans le pays, affirmant qu'elle n'était plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Le point avec Safouane Ben Sabri. Nouveau coup dur pour Paris, qui annonce la fermeture de l'ambassade française au Niger, une décision qui fait suite au changement à la tête de l'État nigérien, les nouvelles autorités ayant affiché une hostilité ouverte envers la France, ex-puissance coloniale. Dans la foulée, les derniers 1500 militaires français ont quitté le sol nigérien ce vendredi 22 décembre. Cela fait suite aux injonctions émanant des autorités nigériennes, à leur tête le général Tiani. La fermeture de l'ambassade et le retrait des troupes survient après une présence française de plus de 10 ans dans la région. Ce départ français s'inscrit en réalité dans un long processus d'émancipation de plusieurs pays jadis colonisés par la France. C'est dans une volonté de mettre fin à l'omniprésence française sur les plans militaires, économiques et politiques que le Niger a emboîté le pas au Mali et au Burkina Faso. C'est en quelque sorte une deuxième indépendance à laquelle aspirent ces nations, non sans un soutien populaire important. Les relations entre le Niger et la France sont aujourd'hui nettement dégradées, après une longue présence sans succès probant en matière de lutte antiterroriste, Paris perd un point d'attache de plus au Sahel. Dans un monde où les nouveaux pôles se multiplient et où les pays du Sud aspirent à plus de souveraineté, les relations franco-africaines doivent désormais répondre à un nouveau paradigme où l'Occident n'est plus en mesure d'asseoir une domination sur le reste du monde.
Et un mot de sport à présent, le football européen secoué après le verdict de la Cour de justice européenne jugeant contraire au droit européen les règles opposées en 2021 par la FIFA et par l'UEFA à un projet de Super League privée, une décision qui risque de chambouler le monde du foot dans le vieux continent. Kherdin Batache. Cet hymne emblématique chez les fans de football européen est-il désormais menacé? La Cour de justice européenne a tranché. Après moult tractations, l'UEFA, patron du football européen, perd le monopole de l'organisation des compétitions, ouvrant la voie à la naissance de la fameuse Super League, grand concurrent de la Champions League. La grande chambre de la Cour de justice déclare en premier lieu que l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il constitue un abus de position dominante de la part des associations responsables du football au niveau mondial et européen. Depuis la publication de l'arrêt de la Cour européenne de justice hier, les réactions s'enchaînent. Si l'UEFA crie au scandale, les observateurs du ballon rond considèrent qu'il s'agit là de la plus importante réforme depuis l'arrêt Bosman. Le jugement est en fait positif car il englobe les caractéristiques clés de la pyramide du football européen, les compétitions ouvertes, le mérite sportif et la solidarité. Et vous avez dans cette conférence de presse son instance dirigeante et toutes les parties prenantes reconnues. L'idée d'une Super League est née pendant la crise Covid et a été soutenue par plusieurs grosses écuries européennes et à leur tête le roi de la compétition actuelle, le Real Madrid, qui ne change pas son fusil d'épaule. Au Real Madrid, nous accueillons avec une énorme satisfaction la décision adoptée par la Cour de justice de l'Union européenne, chargée de garantir nos principes, nos valeurs et nos libertés. Dans les prochains jours, nous étudierons attentivement la portée de cette résolution. Moins de 24 heures après l'annonce de la décision, une première proposition pour un nouveau format de Coupe d'Europe des clubs est dévoilée. Elle propose la gratuité de la diffusion des matchs à la télévision. En effet, il y a une grande nouvelle aujourd'hui et cette nouvelle est que le football est libre. Libre du monopole de l'UEFA, libre de poursuivre les meilleures idées sans crainte et sanctions et selon notre proposition, de regarder gratuitement tous les matchs en direct. On devrait apprendre davantage durant les semaines à venir. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente suite des programmes sur Al24 News et très bonne soirée à tous.